Je reviens te chercher. 11 janvier 1962. En fin d'après-midi, une Peugeot 403 arrive de Louviers et se gare près de l'église de Lenaubourg en Normandie. Une voiture modeste, banale. Elle ne le sait pas encore, mais à son bord se trouvent 4 hommes dont l'un deviendra, quelques années plus tard, l'ennemi public numéro 1. Je reviens te chercher. Dans le coffre, des armes à feu. Sur la plaque d'immatriculation, de la boue, appliquée à la main pour masquer son identité. Cette 403 n'était pas destinée à ça. Voiture familiale et devait être vendue. Trouver un nouvel acheteur, comme l'avait demandé le père. À la place, elle devient complice du premier braquage du fils. Un jeune truand de 25 ans, du nom de Jacques Méry. Jacques Messrine, 43 ans, est le fils d'artisan brodeur. C'est en 1962 qu'il commet ses premiers méfaits, détention d'armes, cambriolage, attaque de banque. Très tôt, ces hommes comprennent une chose essentielle. Pour eux, l'automobile n'est pas un confort, c'est une arme. Elle protège, elle dissimule, et permet de s'échapper. Parce que tant que le moteur tourne, la liberté existe encore. 40 ans plus tôt, d'autres hors-la-loi avaient déjà compris exactement la même chose. Bonnie et Clyde ne sont pas nés criminels. Ils sont nés pauvres, pendant la Grande Dépression, dans une Amérique où l'horizon s'arrêtait souvent au bout de la rue. Clyde comprend très vite qu'une arme ne suffit pas. La vraie supériorité, ce n'est pas le revolver, c'est la voiture. Il vole, change de véhicule, traverse des états entiers, et parmi toutes, une voiture devient centrale. La Ford V8, rapide, fiable, plus puissante que les voitures de police de l'époque. Clyde l'aimait tellement qu'il écrivit lui-même à Henry Ford pour le remercier. Il disait que ces voitures étaient parfaites pour échapper aux forces de l'ordre. Pour Bonnie et Clyde, la voiture n'est pas un luxe, c'est une promesse. La promesse de ne plus jamais rester au même endroit, de ne plus jamais subir. Mais cette liberté est fragile. En 1934, c'est à bord de cette même Ford V8 qui tombe dans une embuscade. La voiture est criblée de balles. Le moteur continue de tourner. La route s'arrête là. Bonnie et Clyde n'auront jamais profité de ce que leur promettait la vitesse. La voiture leur a offert une légende, mais jamais une vie. Un siècle plus tard dans l'Hexagone, le principe est exactement le même, mais la voiture a changé. Y'a la CR partout dans le bloc, je suis rabat, je suis vite pété. Bébé, elle donne ça bien. Hey, got the gun, then shake hips in the dance. Je m'appelle Man, Benz got girl, la 10 from Paris, la porte en France. You want to? Dans beaucoup de cités, le point de départ est souvent le même. La pauvreté, l'échec scolaire, l'ennui, l'absence de perspective. Alors certains jeunes cherchent ailleurs ce que la société ne leur offre pas. Dans ce monde-là, la grosse voiture devient un symbole. Ce ne sont pas seulement des objets de désir, ce sont des preuves de réussite. Mais très vite, ces voitures cessent d'être des trophées et deviennent des outils de travail. Je pense que ce soir on va se faire contrôler. Aujourd'hui, le vol de voitures est une industrie. Certains se spécialisent, comme cet homme surnommé le renard, voleur et trafiquant automobile. Avec des boîtiers électroniques capables de dialoguer directement avec la voiture, il ne force plus les serrures, il pirate. Une Audi RS6 peut être volée en quelques minutes, pas pour être gardée, mais pour être exploitée. Plaque clonée, fausse carte grise, assurance falsifiée. Les voitures sont maquillées, revendues ou louées à d'autres criminels. Certains servent au braquage à la voiture bélier, d'autres au go fast. Ces trajets à très haute vitesse entre la France, la Belgique, les Pays-Bas et l'Espagne. Dans ce crime moderne, une voiture revient sans cesse, la Audi RS6. À première vue, ce n'est pas une supercar, c'est un break familial. Et c'est précisément ce qui la rend redoutable. Sous cette carrosserie discrète, la RS6 cache un moteur de plus de 500 chevaux, une puissance capable de rivaliser avec des voitures de sport, et sans en avoir l'apparence. Son coffre est immense, assez grand pour transporter les sacs, les cartons, parfois bien plus que les bagages. Son réservoir permet d'avaler des centaines de kilomètres sans s'arrêter. Parfait pour traverser les frontières, parfait pour disparaître. Et surtout, la RS6 est une transmission intégrale. Elle accélère fort, longtemps, sur autoroute comme sous la pluie, là où beaucoup de voitures décrochent. Pour un criminel, c'est la combinaison parfaite, la vitesse d'une supercar, la capacité d'un utilitaire et l'image d'une voiture presque ordinaire. Dans un go-fast, la voiture devient une arme logistique. Un véhicule porteur transporte les stupéfiants, une autre ouvre la route. En une nuit, plus de 400 km sont parcourus, des centaines de milliers d'euros changent de main. Sur le papier, les chiffres donnent le vertige. Mais derrière, il y a des accidents, des morts, des vies brisées. Ces voitures finissent rarement dans un garage. Elles sont brûlées pour effacer les preuves, abandonnées, saisies. Les caïds roulent vite, mais ne vont jamais loin. Lorsqu'on a des ambitions aussi dangereuses que braquer des bijouteries ou des banques, il est préférable de se faire discret, de se fondre dans la masse.
À l'opposé des voitures voyantes et des moteurs surpuissants, le gang des Lyonnais avait fait un choix radicalement différent. Genoux qui craquent. Je l'entends plus depuis longtemps, mes genoux qui craquent. Pour eux, la voiture n'était ni un symbole, ni un trophée, c'était un outil. Et comme tout outil, il devait être interchangeable. Dans les années 70, leurs opérations sont préparées avec une rigueur presque militaire. Rien n'est laissé au hasard. Environ un mois avant l'opération, donc 2 hommes sont entrés ici par la porte principale. Ils ont démonté la serrure, ils ont enlevé la partie de la serrure qui correspondait à la clé, ils ont enlevé tout le mécanisme et ils l'ont remonté de façon à ce qu'on puisse ouvrir cette porte avec n'importe quelle clé. Les voitures relais sont positionnées à des distances précises du lieu d'attaque. Citroën DS, Estafette, des Peugeot banales. Des voitures que personne ne remarque, des voitures que personne ne décrit. J'avoue que je ne peux m'en sortir qu'avec toi. Qu'avec toi. Après un braquage, on ne rentre jamais directement. Les Lyonnais roulent plus longtemps que nécessaire. Ils changent de véhicule, ils modifient les plaques. Chaque voiture possède plusieurs jeux d'immatriculation correspondant au département traversé. À chaque changement de département, une nouvelle identité. La voiture devient un camouflage mobile. Et plus les kilomètres s'accumulent, plus les pistes se brouillent. Ils avaient acheté un camion d'occasion, un camion-citerne. Et ce camion, ils l'ont aménagé, ils l'ont nettoyé, mis en état, etc. Et ils sont allés le garer un petit peu plus loin que Strasbourg, dans la tente, avec un chauffeur dedans. Et donc, quand les gens sont sortis de la poste, ils sont montés dans l'estafette. De l'estafette, ils ont rejoint à Plopstein 2 ID-19, dont une ambulance. De ces ID-19, ils ont rejoint le camion un petit peu plus loin. Et là, il y en a un qui a pris le volant du camion. Et les 7 autres sont montés dans la citerne. Mais cette mécanique parfaite repose sur une chose fragile. La confiance. Confiance dans les collègues, confiance dans la méthode. Les Lyonnais changent de voiture, mais pas d'hommes. Ils savent que les machines peuvent trahir. Les hommes pensent-ils? Non. Et pourtant, ce n'est ni une plaque mal changée, ni une voiture repérée, ni une erreur mécanique qui causera leur chute. La faille viendra d'un homme, un complice, un proche, une trahison. La voiture, elle, avait fait son travail. Au moment où commence l'enquête, les hypothèses se bousculent. Très plausible, celle d'un Nick Le Grec, indicateur de police, aussi bien en Espagne où il a longtemps séjourné qu'en France, à l'époque des grandes affaires. Là où les caïds modernes misent sur la puissance, les Lyonnais misaient sur l'invisibilité. Là où aujourd'hui la technologie est piratée, eux comptaient sur l'humain. Mais dans le crime, quelle que soit l'époque, la fin est toujours la même. La mécanique peut être parfaite, l'homme, jamais. D'autres criminels ailleurs feront un choix radicalement opposé, celui d'être vu, admiré et envié. À la fin des années 80, Pablo Escobar génère des centaines de millions de dollars par semaine. L'argent n'est plus un problème, il devient une abstraction. Alors Escobar achète des maisons, des terrains et des voitures. Beaucoup de voitures. Parmi toutes celles qu'il possède, une se détache. Une Porsche 911 RSR de 1974, une vraie voiture de course, construite pour la compétition, pilotée autrefois par un professionnel. Escobar l'aime pour une raison simple, la performance. Il roule vite, très vite, sur les routes autour de Medellín. Pour un instant, la vitesse donne l'illusion de la liberté totale. Mais ce n'est qu'une illusion. La garganta que ansio mojar, que temo ahogar de amor. En 1993, Pablo Escobar est abattu. Il ne conduira plus. Il ne possédera plus. Ses voitures sont saisies, dispersées, vendues. Il n'emporte rien avec lui. Ni la vitesse, ni le luxe, ni les rêves qu'il avait enfermés dans ses garages. Il ne le sait pas encore, mais une fin similaire attend Jacques Méry. Désormais au sommet de son art, ennemi public numéro 1 au Canada, puis en France, plusieurs arrestations et évasions spectaculaires, une ribambelle de braquages plus tard, les taux se resserrent lentement, mais sûrement autour du natif de Clichy. Malgré toute l'attention et l'attention autour de lui, il prit quand même le soin de s'offrir un bel engin en la BMW 528i E12, marron métallisé de 1979, une bête allemande aussi puissante qu'élégante, qui s'apprête à recevoir plus d'une vingtaine de balles sur le pare-brise. Il se projetait sans doute déjà au volant de ce bolide après un énième gaz, faisant hurler ses 180 chevaux que déployait son 6 cylindres, seulement les policiers qui peineraient sûrement à suivre à bord de leur 504. Mais cette fois, le scénario n'est pas le sien. C'est tout insouciant qui s'élève ce vendredi 2 novembre 1979 pour faire ses emplettes et voir la décoration de son appartement à Marly-le-Roi en compagnie de sa partenaire. Tout au long de l'après-midi, il ne se doute pas que son trajet est épié, analysé, anticipé et même contrôlé par les forces de l'ordre. C'est après qu'il laissa passer une camionnette bleue bâchée devant lui que tout s'arrête.
au feu rouge. L'ordre reçu, la balle se leva, les armes braquées sur lui. Le geste suspect, et la pluie de plomb s'abatta sur la BMW. Des années de cavale, des dizaines de braquages, tout s'arrête en quelques secondes. 21 impacts viennent défigurer la voiture. 19 se logent dans Mérine, qui cette fois est vaincu. Orphelin de son cavalier, la voiture vit la solitude dans une case, comme un complice en prison, avant d'être détruite en 2007, comme si elle devait payer sa part. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et surtout merci pour les retours positifs sur la vidéo précédente, ça m'a surpris, je n'en entendais pas autant. Bienvenue aux nouveaux abonnés, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai consommé beaucoup d'histoires de true crime pour faire le script. J'espère que le rendu final est cohérent et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ça m'aide à m'améliorer pour les vidéos futures. Encore merci d'avoir regardé jusqu'ici et on se dit à la prochaine.